Bonjour à tout le monde. Alors, je n'ai pas pour beaucoup de temps. Je veux juste donner quelques éléments sur la visite de Macron au Cameroun, parce que ça va dans tous les sens. La seule question que je veux poser ici, c'est celle de savoir si le Cameroun peut mieux ruser que la France dans un bras de fer diplomatique. C'est ça la question. Est-ce que le Cameroun peut mieux ruser que la France dans un bras de fer diplomatique? Parce que, vous savez, quand vous observez tout ce qui s'est passé, le plus important dans les échanges entre le président français et le président camerounais, ce sont les non-dits. Parce que dans le langage diplomatique, il faut plus analyser ce que les acteurs n'ont pas dit publiquement pour mieux apprécier ce qui se trame dans les coulisses. Donc, le Cameroun est un pays stratégique dans le golfe de Guinée, sur le plan géostratégique, avec deux ports importants, le port de Douala et le port de Kribi. Or, que ce soit le Tchad ou la République centrafricaine, qui représentent un enjeu sans précédent dans la guerre froide entre les États-Unis et la Russie, les Camerounais qui se mettent à applaudir la réaction du président de la République n'ont pas compris ce qui se passe. Le président français est venu poser des questions directes et mettre les Camerounais à témoin. Parce que moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'ai suivi tout cela. Je n'ai pas donné mon avis depuis que ça s'est passé. Mais j'ai été plutôt amusé par l'agitation de part et d'autre par rapport à ce qui est en train de se tramer. Ceux qui connaissent mieux la lutte des indépendances, ils peuvent se rappeler de l'assassinat des leaders indépendantistes du Cameroun, en l'occurrence les Oumniobé, les Moumié, les Ernest Wandje, les Osende Ofana, tous ces grands nationalistes qui se battaient pour la vraie indépendance du Cameroun. Maintenant, durant le passage de Macron, qui est au deuxième mandat, parce que, contrairement à ce que les gens peuvent penser, Macron a eu 2 mandats en France. Ce qui veut dire qu'il est l'un des rares présidents, après 2 présidents qui n'ont pas pu avoir 2 mandats, d'avoir 2 mandats. Ce qui veut dire que la boutarde de notre président face à Emmanuel, comment on l'appelle, François Hollande, autant pour moi, quand il est passé à Yaoundé, quand le président lui a dit ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut, c'est une façon de narguer Hollande, parce qu'il savait que Hollande ne pouvait pas avoir 2 mandats. Mais ce jeune Macron, qui est venu au Cameroun, il a beaucoup de pouvoir, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Ceux qui le sous-estiment le font à leur propre risque et péril, parce que il a le plein pouvoir en France. Tant que les intérêts français sont menacés dans la géostratégie là, il aura plein de pouvoir pour agir avec la caution américaine. Je vous rappelle également que pour ceux qui veulent faire la sourde oreille, nous avons encore entre les mains le conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et depuis 6 ans, c'est la France qui protège le Cameroun au Conseil de sécurité. Vous comprenez? C'est la France là qui a fait des pieds et des mains pour empêcher que le dossier du nord-ouest et du sud-ouest soit débattu au Conseil de sécurité. Voilà pourquoi depuis là, le Cameroun n'a pas à s'inquiéter de ce que les résolutions au Conseil de sécurité, n'est-ce pas, peuvent avoir comme conséquence dans la crise anglophone. Narguer dans la France, dans ce contexte-là, me semble stratégiquement très mal placé. Moi, j'ai toujours apprécié
l'attitude du Cameroun. Par exemple, le fait d'afficher une neutralité dans des situations complexes, et le président de la République n'a pas dérogé à cette règle-là. Quand il a été pressé de prendre position dans la crise en Ukraine, il n'a pas pris position. Il a joué la sourde oreille. Quand il a été pressé sur le fait qu'il va recruter un nouveau candidat pour le RDPC, oui ou non, il a fait la sourde oreille. Il a fait comme s'il n'entendait pas. C'est-à-dire, à chaque question qui avait tendance, n'est-ce pas, à mettre en difficulté le président de la République, il a botté cette question en touche en donnant l'impression qu'il n'a rien entendu. Pourtant, il avait tout entendu. Pour quelqu'un qui n'a rien entendu, les explications qu'il a données là ne sont pas les explications de quelqu'un qui n'a pas entendu. Ça veut dire que le président a joué la ruse. Ceux qui sous-estiment le président Paul Biya sur le terrain politique le font également à leur risque et péril. Sauf que c'est tout son régime qui est menacé. Ce n'est pas le président de la République seulement qui est menacé. Dans une confrontation entre la Russie et les États-Unis, sur le flanc atlantique, c'est le siège même du pouvoir qui est visé par les Occidentaux, par l'OTAN. Or, l'océan Atlantique là, l'océan Atlantique, c'est la cour de récréation de l'OTAN et des États-Unis en tête. Or, le Cameroun est le voisin direct des États-Unis. C'est-à-dire que dans le golfe de Guinée là, les navires de guerre américains qui patronnent l'OTAN balayent tout l'océan Atlantique jusqu'à Douala. Ce qui veut dire que si la Russie veut défier l'OTAN sur l'océan Atlantique, tous ceux qui ont encore l'intelligence pour analyser ce qui peut se passer, ils n'ont qu'à voir ce qui est en train de se passer en Ukraine pour comprendre que la Russie est une puissance majeure sur le plan militaire qu'on ne peut pas tutoyer sur le plan militaire. Mais les Américains sont en train de narguer les Russes en Ukraine avec des armes sophistiquées qui ont des portées de plus de 100 km. Tout le dispositif militaire russe qui était supposé écraser l'Ukraine en moins d'un mois. Je dis en moins d'un mois. Tout ce dispositif est en train de s'embourber en Ukraine. Il y a des doutes sur toutes les stratégies militaires de la Russie en Ukraine, à la porte de l'OTAN. Maintenant, en termes de projection, parce que c'est une guerre qui s'inscrit dans la durée, les Occidentaux comme les Russes veulent se projeter en Afrique dans une logique de guerre froide, comme par le passé. C'est-à-dire que, comme ils ne peuvent pas suffisamment tuer en Europe, le pivot, ça sera en Afrique. C'est-à-dire que quand ils vont faire le pivot en Afrique, ce que vous entendez comme dégâts là, en Ukraine, nous allons voir pire sur le continent africain parce que déjà, les morts africains, ça ne gêne personne dans le monde entier. Si je mens, allez en République démocratique du Congo. Le conflit sous fond de guerre froide en République démocratique du Congo a tué plus de 15 millions de Congolais. J'ai dit plus de 15 millions de Congolais. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça en public? On n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Or, en Ukraine, il y a des morts. Mais on ameute tout le monde entier pour parler des atrocités qui sont en train de se dérouler en Ukraine. Pourtant, nous avons un génocide en République démocratique du Congo. Plus de 15 millions de morts dans ces combats. Et les combats ne sont pas finis. Vous allez au Rwanda à côté, presque 1 million de morts dans le génocide de 1994. La France était là. La Belgique était là. Les États-Unis étaient là. Vous avez déjà entendu un scandale au niveau de la communauté internationale parce qu'on a tué près d'1 million de Rwandais dans une guerre civile qui a été perpétrée et orchestrée par les Occidentaux sur le sol africain. On n'en parlera jamais. Pourquoi je suis sidéré et je suis indigné par rapport à ce qui se prépare dans notre pays? Je suis indigné et sidéré parce que nous avons ici, en face, des lions qui préparent une bagarre dans notre maison, c'est-à-dire en Afrique centrale. Une bagarre sauvage. Vous comprenez?
une bagarre sauvage d'une violence inouïe qu'on n'a jamais entendue. Mais les Camerounais sont dans les blagues. Oh, le président a tourné en bourrique, le président Macron, le président est un sage, le président est ceci, alors qu'on est en train d'accuser le président publiquement d'avoir enterré les intérêts français au Cameroun. Je ne suis pas favorable aux intérêts français, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est que, pour que le président arrive au pouvoir, il a des secrets avec la France. Il s'est d'ailleurs prononcé comme le meilleur élève de la France. Si le meilleur élève de la France aujourd'hui est en difficulté face à son maître français, cela ne devrait réjouir aucun Camerounais. Je suis un opposant au régime en place. Mais j'ai peur de ce qui peut arriver à ce régime. Parce que si ce régime est en difficulté, nous sommes tous en difficulté. Si on attaque frontalement et militairement ce régime, c'est tous les Camerounais qui vont subir les conséquences des violences qui vont suivre. Exactement comme ce qui s'est passé en Libye. Je ne veux pas que le Cameroun vive la situation de la Libye, non. Je ne peux jamais me réjouir d'une telle situation dans notre pays. Parce que, quel que soit le degré de la haine qu'un Camerounais, n'est-ce pas, peut avoir vis-à-vis des autres Camerounais, la seule chose que nous ne devons pas souhaiter à nos compatriotes, c'est que les grandes puissances transforment notre pays en pays de proxy, c'est-à-dire un terrain de confrontation militaire entre les grandes puissances, comme ce qui se passe en Syrie. Les gens disent que voilà, Poutine est allé défendre Bachar al-Assad en Syrie. Mais avec quel sacrifice? Plus de 75% de la Syrie, c'est à plat, c'est détruit dans les bombardements les plus sauvages. Et ils sont en train de perdre des milliers de Syriens dans ce combat-là depuis plus de combien d'années? Plus de 11 ans. Parce que cette guerre-là, c'est depuis 2011, après la chute de Kadhafi en Libye. Donc, je veux juste là vous apporter quelques éléments qui ont attiré mon attention, parce que je n'ai pas suffisamment de temps aujourd'hui. Mais je vais revenir samedi pour vraiment vous parler des détails, des plans de projection, des calculs et des enjeux de chaque force en présence, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie. Tous ces pays ont des velléités coloniales sur le continent africain. Ils ont envie de faire une projection sur le continent africain. Ils ont envie de contrôler des espaces sur le continent africain. Et cela n'est possible que s'ils rentrent dans une logique, n'est-ce pas, de collaboration avec les régimes qui nous dirigent. Malheureusement, nos dirigeants ne sont pas prêts à ce genre de confrontation. Beaucoup vont se battre pour se maintenir au pouvoir et sacrifier, n'est-ce pas, les intérêts des peuples qui sont supposés diriger. Dans le cas du Cameroun, c'est excessivement très grave parce que nous avons un régime qui a passé 40 ans à jouer des pesanteurs, à naviguer à vue, à faire des improvisations, sans toutefois avoir un plan de survie, sans toutefois avoir un projet de société qui réconcilie les Camerounais pour ne pas donner des fissures que les puissances occidentales peuvent facilement exploiter pour mieux détruire, n'est-ce pas, tout ce que nous avons comme des fondamentaux de notre économie. C'est pour cela que moi je m'inquiète. Je ne fais pas mes analyses pour plaire aux gens. Je ne fais pas mes analyses parce que je soutiens ou les États-Unis, ou la France, ou la Chine, ou la Russie. Je ne suis pas dans cette logique-là. Je pense qu'après 60 ans, n'est-ce pas, d'indépendance, les jeunes Camerounais sont suffisamment mûrs pour être pragmatiques, pour être intelligents et négocier leur avenir avec beaucoup, n'est-ce pas, d'intelligence. Il ne s'agit pas ici de vous vendre le tribalisme. Je ne viens pas ici vous dire que oh, tel est de tel clan, il contrôle tel clan, voilà, on doit combattre tel clan. Ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. Quand les intérêts supérieurs d'un pays sont menacés, il faut battre en retraite pour réfléchir de manière stratégique. Il faut être suffisamment intelligent pour comprendre les intérêts de notre pays. Et dans la situation qui prévaut, les intérêts de notre pays, n'est-ce pas? C'est la force de nos institutions.
le peu de pouvoir que ce pays a, le peu de pouvoir que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons encore des institutions qui soient debout. Si nous conspirons pour la battre, nous aurons eu à nous comporter comme des gens qui, face à la tempête et à l'orage qui arrive, décident de mettre le feu dans leur maison, enlèvent les toits, alors que dans le futur, l'orage se pointe avec les rats de marée, avec toutes les intempéries que vous pouvez imaginer. Notre rôle en tant qu'intellectuels, c'est de nous battre en sorte que le Cameroun soit debout. Peu importe ce qui va se passer avec les dirigeants qui sont supposés nous protéger, nous avons intérêt à maintenir une façade institutionnelle qui donne la possibilité aux Camerounais de s'asseoir, de travailler ensemble et de jouer, n'est-ce pas, les patriotes capables, n'est-ce pas, de défendre les intérêts de notre pays. Ce n'est pas dans la violence, ce n'est pas dans la guerre, ce n'est pas dans le conflit permanent qu'on peut développer un pays, surtout qu'on a traversé le Covid-19 et qu'on est en train de traverser une crise économique mondiale à cause de la guerre en Ukraine. Les gens vont mourir au Cameroun, pas à cause de la guerre, mais à cause de la famine. Les gens vont mourir au Cameroun, tout simplement parce qu'ils n'auront pas d'issue. Si on ajoute donc à cela une guerre de proxy entre les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, l'Angleterre et bien d'autres puissances sur le continent africain, ça sera le suicide collectif. Donc voilà pourquoi je ne peux pas cautionner un suicide collectif. Moi, je vis aux États-Unis, je suis à l'abri de ce suicide collectif. Mais je vois ce qui se dessine. Moi, je suis très affecté par ce qui peut arriver aux Camerounais qui sont en train d'aller dans toutes les directions. Ils vont à l'aéroport pour applaudir Macron parce que quelqu'un les a payés avec 2000 francs. Là où ils doivent réfléchir en tant que jeunes, que quel est notre avenir dans 10 ans, dans 20 ans, lorsque ce régime ne sera plus là. Ils ne peuvent pas comprendre que dire que voilà, après Biya, c'est radicaliser davantage les Camerounais qui sont prêts à tout pour que ce pays coule complètement. Après avoir subi 40 ans de tout ce que nous avons vécu là. Je pense que les dirigeants actuels, s'ils étaient un peu plus stratégiques, ils gagneraient plutôt à se comporter avec beaucoup d'humilité, de présenter les excuses aux Camerounais qui ont tant supporté pendant 40 ans, de dire la vérité aux Camerounais. Parce que lorsque vous êtes menacé par les grandes puissances, la seule force qui vous reste, c'est l'entente à l'intérieur. Vous ne pouvez pas tenir face à des mastodontes comme ça si vous n'êtes pas unis. Ça, c'est impossible. Les Vietnamiens se sont en sortis face aux États-Unis dans les années 75 parce qu'ils étaient unanimes qu'ils avaient besoin de l'indépendance. Ils ont tenu face à la France parce qu'ils avaient travaillé ensemble. Nous, contrairement aux Vietnamiens, contrairement aux Algériens, lorsqu'il a fallu combattre pour notre indépendance, nous étions divisés. Et les Occidentaux ont profité de cette division-là pour massacrer tous les leaders indépendantistes dans notre pays. Qu'est-ce qui vous dit que ça ne sera pas le revers de la situation si aujourd'hui, nous allons en rang dispersé dans un contexte où nous devons défendre les intérêts de notre pays? Voilà le message que je tenais à passer. Je ne veux donc encenser ni le gouvernement actuel, ni les mouvements sociaux, n'est-ce pas, qui contestent la légitimité de ce pouvoir. Je veux juste vous faire un message pour vous dire, chers compatriotes, l'heure est grave. Nous devons faire attention, non seulement à ce que nous disons, mais nous devons veiller aussi à ce que les prochaines générations de Camerounais ne deviennent pas les chairs à canon dans ce conflit géopolitique qui menace la stabilité de notre pays. Merci donc de votre aimable attention. C'était le docteur Abdoulaye Lazine Charé.